oh, nouveau conte de Noël pour la route. Il serait vrai, c'est pourquoi je l'affectionne, mais il est surtout une magistrale preuve de ce fameux esprit de Noël, qui peut toucher même les esprits endurcis et incroyants. Les soldats héros de cette histoire ne seraient désignés que sous leur pseudonyme pour la postérité. Et n'aurait révélé cette histoire qu'à l'époque de la Restauration pour éviter les représailles. Branche d'Or, lui, restera pour toujours anonyme. Voici l'histoire telle qu'on me l'a contée un soir au bord du Couesnon, dans cette partie du pays de Fougères qui, de 1793 à 1800, fut le théâtre de l'épopée des Chouans, et où vivent toujours les souvenirs des temps de grande épouvante. C'est sous ce nom sinistre que là-bas on désigne la Révolution. Par une nuit de l'hiver de 1795, une escouade de soldats de la République suivait la traverse qui, longeant la lisière de la forêt de Fougères, communique de la route de Mortain à celle d'Avranches. L'air était vif mais presque tiède, quoiqu'on fût à l'époque des nuits les plus longues de l'année. Ça et là, derrière les haies dénudées, de larges plaques de neige restées dans les sillons mettaient dans l'ombre les grands carrés de lumière. Les patriotes marchaient, les cadenettes pendantes sous le bicorne de travers, l'habit bleu croisé de baudriers larges, la lourde giberne battant les reins, le pantalon de grosse toile à raies rouges, rentrés dans les guêtres. Ils allaient le dos voûté, l'air ennuyé et las, courbés sous le poids de leur énorme bissac et du court fusil à pierre qu'ils portaient sur l'épaule, emmenant un paysan qui, vers le soir, en embuscade dans les ajoncs, avait déchargé son fusil sur la petite troupe. Sa balle avait traversé le chapeau du sergent et par ricochet cassé la pipe que fumait un des soldats. Aussitôt poursuivi, traqué, acculé contre un talus, l'homme avait été pris et désarmé. Les Bleus le conduisaient à Fougerolles où se trouvait la brigade. Le paysan était vêtu, en manière de manteau, d'une grande peau de chèvre qui, ouverte sur la poitrine, laissait voir une petite veste bretonne et un gilet à gros boutons. Il avait aux pieds des sabots et sa tête était couverte d'un grossier chapeau de feutre à large bord et à long ruban, posé sur un bonnet de laine. Les cheveux flottaient sur son cou. Il suivait, les mains liées et l'air impassible et dur. Ses petits yeux clairs fouillaient la dérobée les haies qui bordaient le chemin et les sentiers tortueux qui s'en détachaient. Deux soldats tenaient, enroulés à leurs bras, les extrémités de la corde qui lui serrait les poignets. Lorsque les Bleus, leurs prisonniers, eurent dépassé Tondré et franchi à gué le ruisseau de Nanson, ils s'engagèrent dans la forêt afin d'éviter les habitations. Au carrefour de Servilliers, le sergent commanda halte, les hommes harassés formèrent les faisceaux, jetèrent leurs sacs sur l'herbe et ramassant du bois mort, des ajoncs et des feuilles qu'ils entassèrent au milieu de la clairière, allumèrent du feu, tandis que deux d'entre eux liaient solidement le paysan à un arbre, au moyen de la corde nouée à ses mains. Le Chouan, de ses yeux vifs et singulièrement mobiles, observait les gestes de ses gardiens. Il ne tremblait pas, ne disait mot, mais une angoisse contractait ses traits. Évidemment, il estimait sa mort imminente. Son anxiété n'échappait point à l'un des Bleus qui le cerclait de cordes. C'était un adolescent chétif, à l'air goguenard et vicieux, de ce ton particulier aux Parisiens des faubourgs et tout en ont les liens, et ricanait de l'émotion du prisonnier. « T'effraie pas, bijou, c'est pas pour tout de suite. T'as encore au moins 6 heures à vivre. Le temps de gagner une quine à la scie devant loterie, si t'as le bon billet. Alouste, tiens-toi droit. Ficelle-le bien, Pierrot. Faut pas que ce gars-là nous brûle la politesse. »« Sois tranquille, sergent Torquatus, » répondit Pierrot. « On l'emmènera sans avarie au général. Tu sais, mauvais chien, » continua-t-il en s'adressant au paysan qui avait repris son air impassible. « Il faut pas te faire des illusions. Tu dois pas t'attendre à être raccourci comme un ci-devant. La République n'est pas riche et nous manquons de guillotine. Mais tu auras ton compte de bonnes balles de plomb. 6 dans la tête, 6 dans le corps. Médite ça, mon vieux, jusqu'au matin. Ça te fera une distraction. » Sur ce, Pierrot vient s'asseoir parmi ses camarades, autour du feu, et tirant de son sac un morceau de pain bis, se mit à manger placidement. Cette guerre atroce que, depuis 3 ans, les troupes régulières menaient en Bretagne contre les bandes de paysans, cette lutte acharnée avec des ennemis invisibles, avait pris le caractère odieux d'une chasse à la bête fauve. Dans les deux camps, il ne restait rien de cette générosité habituelle aux soldats, ni compassion pour les prisonniers, ni pitié pour les vaincus. Un homme pris, c'est un homme mort.
bleu ou chouan, avec tant des leurs à venger. D'ailleurs, il semble qu'au cours de cette épouvantable époque, les hommes aient perdu tout sentiment humain. L'habitude du sang versé, l'insécurité du lendemain, les bouleversements des mœurs, la rupture de l'endiguement social avaient fait d'eux des véritables bêtes, courageuses ou perfides, lions ou tigres, ayant d'autres missions et d'autres buts que de tuer et de vivre. Quand il eut fini son pain, Pierrot se mit à astiquer son fusil. Il choisit dans sa giberne une balle de calibre et la tenant délicatement entre ses doigts. « Et mon fiston » dit-il au paysan qui du regard suivait tous ses mouvements. « Elle est pour toi celle-là » Il la glissa dans le canon de son fusil, qu'il bourra d'un chiffon de papier. Tous les hommes éclatèrent de rire et chacun dit son mot, joyeux de distiller au malheureux son agonie. « J'en ai autant à te faire digérer » criait l'un. « Ça te fera 12 boutonnières à la peau » ricanait un autre. « Sans compter le coup de grâce que j'ai enverré par les 2 oreilles » ajouta le sergent que la colère prit tout à coup. « Ah, canaille de chouan » fit-il en avançant le poing. « Si d'un coup je pouvais en tuer 100 000 de ton espèce !» Le paysan, silencieux, demeurait calme sous ses assauts de rage. Il semblait guetter un bruit lointain que les cris et les rires des soldats l'empêchaient de percevoir. Et tout à coup, il courba la tête et parut se recueillir. Du fond de la forêt montait dans l'air tranquille de la nuit le son d'une cloche que le souffle des bois apportait, clair et distinct, doucement rythmé. Presque aussitôt, une seconde cloche, plus grave, se fit entendre à l'autre bout de l'horizon, et bientôt une troisième, grêle et plaintive, très loin, tinta doucement. Les bleus surpris s'émurent. « Qu'est-ce là? Pourquoi sonne-t-on? Un signal, peut-être? Ah, les brigands! C'est le tocsin !» Tous parlaient à la fois, quelques-uns coururent à leurs armes. Le paysan releva la tête et les regardant de ses yeux clairs. « C'est Noël, dit-il. »« C'est quoi? »« Noël. On sonne la messe de minuit. » Les soldats, en grommelant, reprirent leur place autour du feu et le silence s'établit. Noël, la messe de minuit. Ces mots qu'ils n'avaient pas entendus depuis si longtemps les étonnaient. Il leur venait à la pensée des vagues souvenirs d'heures heureuses, de tendresse et de paix. La tête basse, ils écoutaient ces cloches qui, à tous, parlaient une langue oubliée. Le sergent Torquatus posa sa pipe, croisa les bras et ferma les yeux, de l'air d'un dilettante qui savoure une symphonie. Puis, comme s'il eut honte de cette faiblesse, il se tourna vers le prisonnier et d'un ton très radouci. « Tu es du pays ?» demanda-t-il. « Je suis de Cogles, pas loin. Il y a donc encore des curés par chez vous ? Les bleus ne sont pas partout. Ils n'ont pas passé le Couesnon et par là, on est libre. Tenez, c'est la cloche de Pariguet qui sonne en ce moment. L'autre, la petite, c'est celle du château de Monsieur de Boisguy. Et là-bas, c'est la cloche de Montour. Si le vent donnait, on entendrait d'ici tinter la rusarde qui est la grosse cloche de Landéan. C'est bon, on t'en demande pas tant, interrompit Torquatus, un peu inquiet du silence que gardaient ces hommes. À ce moment, de tous les points de l'horizon, s'élevaient dans la nuit les sonneries des villages lointains. C'était une mélodie douce, chantante, harmonieuse, que le vent enflait ou atténuait tour à tour. Et les soldats, le front baissé, écoutaient. Ils pensaient à des choses auxquelles, depuis des années, ils n'avaient pas songé. Ils revoyaient l'église de leur village, toute brillante de cierges, la crèche faite de gros rochers moussus où brûlaient les veilleuses rouges et bleues. Ils entendaient monter dans leurs souvenirs les gais cantiques de Noël, ces airs que tant de générations ont chantés, ces naïfs refrains vieux comme la France, où il est question de bergers, de musettes, d'étoiles, de petits-enfants, et qui parlent aussi de concorde, de pardon, d'espérance. Et ces rêveries attendrissaient ces soldats farouches. De même qu'il suffit d'un verre de vin pour griser un homme depuis longtemps à jeun, ils sentaient leur cœur se fondre à la bonne chaleur de ces pensées douces dont ils étaient déshabitués. Torquatus secouait la tête en homme qu'une méditation obsède. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il brusquement en chouan. « Branche d'or. »« Oh là là, quel nom !» s'exclama Pierrot dont le rire moqueur resta sans écho. « Silence !» fit le sergent. « On se nomme comme on peut. Branche d'or est un nom de guerre. J'ai bien pris celui de Torquatus, moi. » Les cloches au loin sonnaient toujours. Et la voix du sergent, peu à peu, se faisait douce comme s'il eût craint de rompre le charme de cette musique lointaine versée sur la nature endormie. « Tu as une femme ?» fit-il. Branche d'or serra les lèvres, ses sourcils s'abaissèrent sur ses yeux, son front se plissa, et répondit par un signe de tête affirmatif. « Et ta mère ?» interrogea Pierrot. « Elle vit encore, ta mère ?» Le chant ne répondit pas. « As-tu des enfants ?» demanda un troisième. Un gémissement sortit de la poitrine du prisonnier.
L'allure du foyer, on vit des larmes rouler sur ses joues. Les soldats se regardaient, gênés, l'air honteux. « Je vais aller t'acheter un encens, sergent ?» insinua Pierrot que l'émotion gagnait. Torquatus approuva d'un geste. On délia Branche d'Or qui s'assit sur l'herbe au pied de l'arbre et cacha son visage dans ses mains hâlées. « Dame, remarqua le sergent, c'est un vilain Noël qu'ils auront là, sa femme et ses marmots s'ils apprennent. Ah misère, quelle sale corvée que la guerre. Dans les temps jadis, voyez-vous, mes enfants, continua-t-il en s'adressant à ces hommes, tout le monde à cette heure-ci était joyeux et content. Noël, c'était la grande liesse et la bonne humeur. Aujourd'hui... » Et regardant le feu mourant, il ajouta, rêvant tout haut. « J'ai une femme et des garçons là-bas en Lorraine. C'est le pays des arbres de Noël. On coupe un sapin dans le bois, on le charge de lumière et de jouets. Comme ils riaient, les chers petits, comme ils battaient des mains. Ils doivent pas être gais à présent. »« Chez nous, dit un autre, entraîné par ses confidences, on faisait à l'église un grand berceau avec l'enfant Jésus dedans. Et toute la nuit, on distribuait aux garçons et aux filles des gâteaux et des pièces blanches. Dans le nord d'où je suis, racontait un troisième, le bonhomme Noël passait dans les rues, avec une longue barbe et un grand manteau, couvert de farine pour représenter la neige, et il frappait aux portes en criant d'une grosse voix. « Les enfants sont-ils couchés ? Oh, comme on avait peur, et qu'on était heureux !» Tous ces hommes se laissaient aller à leurs souvenirs. Sur leur cœur bronzé, ces impressions d'enfance, longtemps oubliées, passaient comme une bienfaisante rosée sur l'herbe sèche. Tous maintenant se taisaient. Les uns restaient le front penché, l'esprit loin dans le passé paisible et doux. D'autres regardaient le paysan d'un air de commisération, quand soudain les cloches de Noël, qui par 2 fois s'étaient tues, reprirent dans l'éloignement leur chant mélancolique et clair. Une sorte d'angoisse passa sur la petite troupe. Le sergent se leva, fit fiévreusement quelques pas en grommelant, regarda ces hommes comme pour les consulter, et frappant sur l'épaule de Branche d'Or. « Va-t'en, dit-il. » Le chouan leva la tête, ne comprenant pas. « Va-t'en, sauve-toi, tu es libre. Sauve-toi donc, criaient les bleus, sauve-toi, puisque le sergent t'ordonne. » Branche d'Or s'était dressé, ébahi, croyant à quelque cruelle raillerie. Il dévisagea l'un après l'autre tous les soldats, puis, comprenant enfin, il poussa un cri et s'élança dans la forêt. Quelques instants plus tard, l'escouade des bleus se remit en marche. Et comme ils allaient sous le bois silencieusement à la file, on entendit tout à coup un gémissement bruyant. Torquatus se retourna. C'était Pierrot, que l'attendrissement étouffait, et qui pleurait à gros sanglots en pensant au Noël d'autrefois, aux sabots garnis de jouets, et à sa vieille maman qui, sans doute, à cette même heure, priait le ci-devant petit Jésus de lui conserver son garçon.